On continue notre tour de France, tour des maires. Vous allez me dire, c'est un petit peu logique, c'est le salon des maires. Vous êtes sur le stand de Agora Manager Group avec News Sécurité qui va vous proposer une nouvelle interview, celle du maire de la commune du Chesnay, monsieur Richard Delepierre. Bienvenue. Bien, merci. Alors, vous êtes à la tête de cette commune depuis 2020. Absolument. Premièrement, c'est une commune située dans les Yvelines. Absolument. Jusque-là, je suis bon. Très bon. Par contre, là, je vais poser la question parce que je n'ai pas la réponse. Combien d'habitants? 31 200. Ah oui, vous êtes quand même... Au-dessus des 30. Vous êtes sûr que c'est 200, pas 200? Parce que si ça se trouve On les compte chaque année, vous savez. Mais vous savez qu'il y a des naissances... Là, il y en a peut-être une qui est peut-être arrivée. Peut-être. Bon, en tous les cas, on dit depuis le début de ce salon, il y a 35 000 maires. Donc il y a 35 000 élus de proximité qui sont souvent les premiers face, j'allais dire, aux problèmes lorsque ça gronde. Rarement on vient vous voir avec des sourires ou des bonheurs. Ça arrive, mais c'est pas majoritaire. Mais c'est pas majoritaire. Non. Quand on vous appelle, c'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. Comment on fait pour gérer ça? On prend sur soi, ça fait partie des charmes du mandat, mais voilà, on sait qu'on a la chance de porter des projets, mais qu'au quotidien, les gens effectivement qui viennent nous voir, soit viennent apporter des critiques, toutes ne sont pas infondées, soit viennent souvent déposer à nos pieds des problèmes. Et voient le maire comme une espèce d'ultime recours, ce qui est à la fois assez touchant, mais on leur dit qu'on n'est quand même pas le Père Noël. Donc que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes de sécurité, des problèmes d'emploi, le maire est identifié par tous nos administrés, petites et grandes communes, comme l'espèce de personne qui est à proximité, qui est supposée avoir des super pouvoirs, qu'il n'a pas toujours. Notre devoir, c'est à minima d'écouter et puis de réorienter. Il y a des gens qu'on peut aider vite, il y a des gens qui déjà vont être soulagés de pouvoir parler, dire ce qu'ils ont. Voilà. Et puis après, nous, derrière, on agrège. Et quand il y a des sujets récurrents qui remontent, on se dit à un moment, c'est plus un cas isolé. On commence à avoir des indices, on partage avec l'administration, avec d'autres collègues. Et on regarde si à un moment, soit nos politiques publiques sont défaillantes, insuffisantes, soit il y a des moments où les critiques sont un peu faciles. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas fait complètement l'effort de pédagogie pour expliquer ce qu'on avait fait dans certains sujets. Et puis on apprend aussi que quand on porte des projets de transformation, il y a un temps où ça râle. Les gens n'aiment pas le changement. Et puis à un moment, les critiques s'arrêtent. Et puis après, des fois, il y a des gens qui viennent nous dire finalement c'est pas mal votre truc. Voilà. Et donc sur 5 ans de mandat, puisqu'on est quasiment à la 5e année de mandat, sur les sujets auxquels on s'est attaqué, y compris des sujets qu'on avait portés dans le programme, donc des choses qu'on a faites, il y a eu des temps compliqués où les gens sont venus critiquer, expliquer leur mécontentement. Je prends des exemples sur des projets vraiment politiquement très corrects. Quand vous portez un projet de géothermie, c'est top, tout le monde dit c'est génial, énergie verte, etc. Sauf que quand vous faites un forage et que ça fait du bruit, il y a des riverains qui vous disent ok, la géothermie c'est bien mais pas chez moi. Voilà. Et donc à un moment il faut être courageux, il faut expliquer. Il faut passer l'orage du moment où vous faites le forage où ça fait du bruit et puis se dire finalement on a eu raison d'être courageux, de garder le cap, etc. Bon, ça c'est pour la partie râlerie. Après sur ce que nous remontent les administrés, il y a de la souffrance, il y a de l'incompréhension. Quand vous attendez pendant 3 ans un logement social en Ile-de-France, c'est très compliqué. Et j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de logement du maire. C'est là que les gens s'imaginent que le maire peut. Mais vous n'avez pas la lampe d'Aladin? Non, j'ai pas la lampe d'Aladin. Voilà, donc on accompagne, on explique. Des fois, il nous arrive de temps en temps sur des situations d'extrême urgence, de tordre un peu les règles quand vous avez des gens qui dorment à la rue, des familles. Mais c'est de l'aide d'extrême urgence avec des délais très courts, etc. Et c'est du régime d'exception. Sinon, on rappelle la règle commune et on essaie de faire preuve parce que les gens ils sont finalement assez sensibles. D'équité. Les gens nous respectent quand on respecte cette forme d'équité. S'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose pour tout le monde. Il n'y a pas les amis du maire. Voilà. Et donc c'est cet apprentissage qu'on fait quand on est comme moi finalement un jeune maire et qu'on prend très vite, dès que vous prenez l'écharpe et les prérogatives, vous prenez quand même très vite les engueulades et puis les demandes de toute nature qui font un peu le quotidien de notre mandat. Alors à votre place sont passés depuis qu'on est présent sur ce stand plusieurs maires avec des densités de communes différentes, mais revient globalement ce que vous avez dit, ça revient un peu tout le temps. Voilà. On est confronté à ça. Autre chose, c'est la sécurité. Pour vos concitoyens, ça arrive comment? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième niveau? Non, c'est une constante. J'ai la chance d'être dans une commune qui est plutôt une commune tranquille, on va dire ça comme ça. Pour autant, c'est pas parce qu'elle est tranquille que l'attente n'est pas forte. Et donc on a de la part, alors particulièrement, on va dire des seniors, il y a une
voilà, un ressenti, un sentiment d'insécurité qui, je ne sais pas s'il s'aggrave, il se renforce avec le temps. Et puis on a eu une actualité un peu chargée, alors moins qu'ailleurs, mais quand même l'été dernier avec les émeutes. J'ai eu, ce qui n'était jamais arrivé dans cette ville, des blindés de la gendarmerie qui sont passés une nuit. J'ai eu du tir de mortier, ça n'était jamais arrivé dans cette commune. Ça n'a duré qu'une nuit, mais ça nous a rappelé que l'hyperviolence peut arriver dans des communes réputées tranquilles comme la mienne. On a eu beaucoup plus récemment un policier municipal qui a été renversé par un dealer un mercredi après-midi à 16h. Ça veut dire que nos policiers patrouillent, mais ça veut dire que je ne suis maintenant moi pas à l'abri de phénomènes d'hyperviolence qui évidemment suscitent beaucoup d'émotions et donc nécessitent qu'on rappelle aux gens, et là on ressort les statistiques, que globalement notre ville est bien tenue. On a des cambriolages, etc. Oui, bon. Mais pas de gros trafic, pas de gros problèmes, etc. Parce qu'on est dans un territoire qui est plutôt privilégié, mais parce que historiquement aussi, on a toujours eu consacré, j'ai maintenu ces moyens et même renforcé depuis que je suis élu, une police municipale présente en permanence, journée, nuit, et un centre de supervision urbain tenu 7 jours sur 7, 24 jours sur 24, et ça c'est pas le cas dans la plupart des communes. Donc nous, j'ai hérité de cette situation, mais je l'ai maintenu. Et au-delà donc des moyens humains importants, parce que derrière c'est de l'argent public, c'est des budgets, c'est de l'impôt, ce que je ne demande pas de rappeler à mes administrés. On a modernisé à la fois les moyens d'intervention de la police municipale, véhicules, simulateurs de tir, entraînement, nos policiers municipaux tirent 300 cartouches par an, c'est pas le cas du tout dans la police nationale. Donc moi mes hommes et femmes sont très entraînés. Pour autant, depuis que la police municipale est armée, elle n'a jamais eu à tirer à l'arme réelle, voilà, et je m'en réjouis. C'est préventif. Le flashball, oui, voilà, mais pas l'arme réelle. Mais c'est préventif, mais ça veut dire que nos personnels sont entraînés. Et sur la partie techno, on a un centre de supervision urbain qui existe depuis 2011. Donc là, vous parlez de vidéo. Alors, de vidéoprotection et aussi de l'articulation, parce que ces investissements et ces moyens n'ont de sens que si vous avez sur le terrain des gens qui interviennent. C'est-à-dire que si vous avez un super centre de supervision mais qu'il n'y a personne, vous êtes fait plaisir, voilà. Donc il faut les deux. Et comme ce sont des hommes et des femmes, au-delà des outils, il faut qu'il y ait un management intelligent. Il faut donc rappeler régulièrement et aux policiers municipaux et aux agents du centre de supervision qu'ils ont vivement intérêt à bosser ensemble s'ils veulent maintenir les moyens, etc. Et donc je suis très attentif à ce que les moyens que je consacre en matière de techno, et là on est en train de passer, donc c'est la 3e génération de notre CSU, donc avec vraiment des outils et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui normalement va permettre de beaucoup mieux travailler. J'ai la chance d'avoir 320 caméras, dont 160 sur la voie publique, le reste dans mes bâtiments. Donc on a aujourd'hui une très bonne couverture vidéo de la ville. On fait évoluer les caméras. Oui. Voilà. Mais ça ne va que si j'ai des patrouilles en vrai. Oui. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'expliquer, monsieur le maire, c'est que ça ne peut marcher que si la technologie est accompagnée de l'humain. Oui. Si l'humain est accompagné de la technologie. Il faut les deux et je crois que ça ne fait pas beaucoup de sens de faire le forcing sur l'un sans faire le forcing sur l'autre. Donc ça veut dire qu'à moyen donné, il faut faire progresser ensemble les deux. Alors il y a des villes qui ont pour plein de raisons pas de centre de supervision. Certaines ont fait le choix, c'est un débat classique. Normalement, la sécurité, c'est une compétence régalienne, au sens central du terme. Donc quand je parle des compétences régaliennes du maire, déjà, je suis un peu dans l'abus de langage, mais normalement, en théorie, c'est à la police nationale. Et j'ai des collègues qui font le choix de dire, mais moi, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans, c'est à la police nationale de venir. La réalité, c'est que si on n'aide pas la police nationale à faire son boulot, ça va être très compliqué. J'ai la chance, moi, d'avoir une police municipale qui travaille bien, qui est reconnue comme telle par la police nationale, notamment dans la qualité de ses enquêtes. Mais je redis à mes policiers, vous n'êtes pas des policiers nationaux. Vous n'êtes pas le GIGN, vous serez souvent les primo-intervenants. Donc je vous entraîne pour ça. Mais derrière, quand ça dépasse le champ de police secours, etc., vous appelez. Et la police nationale joue le jeu, c'est-à-dire qu'on ne les appelle pas tous les matins, mais quand on les appelle, ils sont là en 5 minutes. Et quand il y a des problèmes qui relèvent des moyens de la police nationale, mes policiers municipaux restent à la place qui doit être la leur. Voilà. Et c'est cette complémentarité qui fait que globalement on garantit un niveau de sécurité à nos administrés, qu'on permet, parce qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut, etc. Les moyens sont contraints. On sait tous quel est l'état des finances de l'État. Donc si on veut que nos policiers nationaux et nos gendarmes ne désespèrent pas à continuer à faire le boulot, il faut qu'on les aide. Donc moi je considère qu'à un moment on a notre part de gâteau, notre part de boulot à faire en local, que les missions de police secours, les violences intrafamiliales, la voirie, etc. On est tout à fait à même de le faire et finalement on reconstitue, peut-être on le refinance, la police de proximité dont certains on parle avec des trémolos dans la voix, c'est pas le sujet. Je pense que la PM peut jouer ce rôle-là. Et derrière, on laisse à la nationale et à la gendarmerie les capacités d'intervention de plus forte intensité pour vous la faire courte. Voilà. Mais par contre, comme nos policiers municipaux sont les primo-intervenants, ils peuvent de temps en temps être confrontés à de la violence élevée. Donc il faut qu'on les prépare
à être capable de gérer des situations où vous perdez la moitié de vos moyens, où vous avez 30 secondes pour réagir. C'est ça finalement notre défi, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors, moi je vais vous dire, hein, au moment des émeutes de l'été dernier, comme les 2 nuits d'émeutes, on les a quand même un peu vus arriver, mon stress c'était de se retrouver Un dérapage un deuxième dérapage, puisqu'il y avait eu et là vous dites ok, mes gars sont engagés, armés, vraiment armés en vrai, avec en face du jet d'acide, des mortiers, des trucs qui ne vivent jamais. Et là vous êtes comme ça en disant waouh, voilà. Et donc vous dites qu'il va falloir qu'ils tiennent en plus 1 à 2 semaines. On était début juillet, l'échéance était le 14 juillet, hein. Habituellement c'est là que les voitures brûlent. Bon, ça n'a duré que 2 nuits finalement. Et c'était 2 nuits de stress, vraiment très importantes. Et voilà, et vous dites ça peut déraper à tout moment. Voilà, et donc là vous vous souvenez que finalement le responsable pénal de la police municipale, c'est pas le préfet, hein, c'est vous. Oui, c'est vous Voilà. qui êtes en première ligne. C'est ça. Vous avez au sein de votre commune un centre commercial, donc très bien, parlez d'eux, pour lui donner son nom tel qu'il doit l'être. On est avec les festivités qui approchent. Bon, comment on gère ça? Alors comment on gère? Parce que c'est à la fois un lieu qui doit être de joie, de plaisir, oui, pour les enfants, pour les parents, de quiétude de pouvoir faire ces emplettes. Alors on essaie pas oublier qu'effectivement ça doit être des moments festifs. C'est aussi un endroit, c'est le temple du commerce. Donc voilà, il faut que cette activité se déroule. Elle est importante à bien des égards. On n'oublie pas qu'on est quand même toujours en Vigipirate. Donc ça on ne le dit pas aux gens, mais quand même à un moment on a vécu des crises et des pics d'intensité qui font que dans ces moments difficiles, le centre commercial rentre dans la catégorie des cibles privilégiées. Et donc on se dit à un moment on doit veiller à assurer la sécurité, alors en tenant compte du niveau d'information, pour qu'on essaie de retrouver une certaine normalité. Il faut qu'on continue à vivre normalement, mais sans être naïf et en se disant ok, si on doit évacuer vite le centre, ça se passe comme ça, si on doit fermer le centre, ça se passe comme ça. Quelles sont les capacités d'intervention? Alors sans parler du risque terroriste en période de fin d'année pour des bandes, etc. Ça arrive régulièrement, donc il faut garantir un bon niveau de sécurité. Et là, c'est un travail commun entre le gestionnaire du centre, qui est chez lui, hein, donc qui doit assurer le niveau de confort, de sécurité, que ce soit d'ailleurs la sécurité incendie, de la sécurité pour ses commerçants et pour les visiteurs du centre. Évidemment, on a une convention, nous, la police municipale est habilitée à intervenir avec autorisation du centre, donc on y va d'ailleurs régulièrement tout au long de l'année, mais on n'intervient pas de la même manière les 3 week-ends qui précèdent Noël que le reste du temps, donc on est attentif aux abords du centre, au parking du centre et puis à ce qui se passe dans le centre. Avec les moyens qui sont les nôtres, parce que j'ai pas non plus 500 policiers municipaux à mettre. Donc c'est un travail de coordination, à la fois pendant l'activité du centre et puis en amont en aval, parce que malheureusement les derniers épisodes un peu pénibles pour le centre, c'était des cambriolages mais hors période d'ouverture. Donc ça arrive aussi. Donc en fait la surveillance du centre, elle est un peu permanente. Et donc là, c'est une question d'arbitrage des moyens entre ce que Unibail, qui est le gestionnaire du centre, veut bien mettre, hein, c'est lui qui protège ses actifs. Moi je me sens plus en responsabilité quand il y a des visiteurs, parce qu'il y a la population, parce qu'il y a mes habitants qui sont dedans, etc. Et que je me dois d'être actif. Après, je considère que la vie du centre, hors période commerciale, c'est plus de la responsabilité de son gestionnaire. Après, on ne s'en désintéresse pas, mes patrouilles de nuit sont autorisées, patrouilles sur le parking du centre commercial, etc. Parce qu'on surveille quand même les potentiels points. Et puis parce que vous avez aussi des habitations aux alentours, donc il faut sécuriser aussi ça. Tout à fait. Le continuum de sécurité. Alors le continuum de sécurité entre le public et le privé, quels sont les endroits où demain on pourrait progresser? Parler de la techno, de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, la ville a investi sur la vidéosurveillance sur l'espace public. Un certain nombre d'acteurs privés, résidences, centres commerciaux, entreprises se dotent de moyens de vidéosurveillance. Je ne suis pas complètement spécialiste, mais techniquement en tout cas, on pourrait demain agréger un certain nombre remonter de l'image en temps réel ou en temps différé dans notre centre de supervision. Ça fait partie des sujets qu'on va travailler, parce que ça c'est à portée de main. Et en tout cas demain, notre centre de supervision urbain sera techniquement en capacité d'accueillir ces images. Sur la question de l'intervention de moyens privés pour assurer de la sécurité, dans le centre commercial, c'est finalement ce qui peut se passer quand on fait appel à la police municipale alors que les vigiles sont là. Sur l'espace public, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors à la fois, il y a le cadre législatif, mais il y a la question de l'acceptabilité par la population. Et autant dans des endroits d'activité, de commerce, le salon dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on trouve tout à fait normal, on accepte dans un aéroport, dans une gare, j'ai bien connu ça dans une vie professionnelle, il y a des partenaires de sécurité privée
qui sont installés dans le paysage, acceptés comme tels et pas à la place des forces de sécurité régaliennes, En aux complément. côtés d'eux. Et pour ceux qui ont à gérer ces espaces-là, on sait quelles sont les prérogatives. Et on rappelle d'ailleurs qu'en général, les acteurs de la sécurité privée n'ont pas de pouvoir particulier. Ce sont des citoyens avertis, on va dire ça comme ça. Formés, voilà. en fonction de la catégorie. Et donc il y a des choses qui relèvent de l'intervention de la police municipale ou nationale, et puis des choses qui relèvent de la sécurité privée, avec une présence, une capacité à dissuader, qui permettent d'éviter des situations, ne serait-ce que par une présence active et une capacité à intervenir dans l'espace public, à dire des choses, à être conscient des limites de ce qu'on doit dire et pas dire, de ce qu'on doit faire et pas faire. Ils sont formés à ça, mais ils sont formés à traiter aussi des publics parfois un peu compliqués. Je pense à des personnes en situation d'errance, à des personnes consommatrices de produits stupéfiants qui peuvent à un moment générer du stress, de la tension dans l'espace public. Et et donc ça, sur nos communes, pour ceux qui comme moi en centre commercial, c'est vraiment sans doute l'endroit où ce continuum se vit. Après, on a de temps en temps des événements, des fêtes, etc., où des prestataires peuvent être amenés parce que la concentration de présence, et c'est des questions qu'on peut se poser dans les événements municipaux, mais moi j'ai la chance d'avoir une police municipale de taille suffisante pour assurer cette présence-là. Mais demain, un organisateur de concert arrive, il va sans doute venir avec son prestataire de sécurité, un événement, une visite de ministre. Oui. Voilà, vous avez des services de sécurité, alors parfois c'est l'État, parfois c'est du privé quand ce sont des militants par exemple. Et donc on est amené à travailler en bonne intelligence pour qu'à un moment, l'organisateur de l'événement qui génère potentiellement une situation à risque parce que soit ce qu'il amène peut attirer la population, prenne sa part du gâteau, de telle sorte que les moyens que la puissance publique, qu'elle soit municipale ou nationale, peut mettre en complément, ne soient pas surdimensionnés. Comme toujours, c'est du bon sens, hein, on partage à un moment les moyens qu'on met pour limiter le risque. Après, si ça part en sucette, c'est le boulot de la nationale, la gendarmerie, et plus si affinité, s'il y a des besoins. La police municipale, nous, la règle, c'est qu'on essaie d'être préavisé de tous les événements un peu hors du commun. Ça va de la messe en plein air à la fête des chats de verre chez moi, ou à un événement sportif, ou à une vedette qui va venir nous visiter. Dès qu'on est prévenu de quelque chose d'atypique, une visite d'un ministre au centre commercial, voilà, ça arrive, on check avec les organisateurs et souvent la préfecture en fonction des moyens qui sont mis pour pas qu'il y ait gabegie de moyens. C'est-à-dire que ce serait quand même très bête qu'on ait 10 policiers nationaux alors que moi j'ai de quoi mettre les moyens. Donc on se parle de telle sorte que ces moyens soient coordonnés. Et donc sur la partie continuum privé, le centre commercial qui est en général un des, chez moi, générateurs d'événements, nous confirme qu'il a bien mis les moyens nécessaires, etc. Et on essaye d'analyser en amont. Alors après, quand vous avez des visiteurs de haut niveau, un ministre, un premier ministre, etc., il y a d'autres intervenants. Là, c'est un continuum par le haut. Et donc, ça fait aussi partie de l'exercice d'accepter que les services de sécurité du Premier ministre viennent checker, etc. Et disent à un moment, c'est comme ça et pas autrement, etc. On se laisse guider quand on a des visiteurs. Mais sinon, globalement, nous, ce qui nous arrive de faire à un moment, si on considère que, notamment pour le centre commercial, il n'y a pas les moyens suffisants, on sent qu'il y a eu des économies, et forcément, le centre, il est là depuis 70 ans. Oui. On sait ce qu'il y a eu comme moyen à un moment, on sait ce qu'on a vu disparaître, on sait ce qu'on a vu réapparaître, des maîtres chiens, pas de maîtres chiens, de la vidéo, moins de vidéo, présence sur le parking, pas présence sur le parking, voilà. Bon, les vicissitudes de la vie économique font qu'on est attentif et qu'on sait où ils en sont aujourd'hui. Donc de temps en temps, on fait aussi des rappels en disant, ça fait quand même 4 fois qu'on vient, c'est à vous, ce genre d'événement, c'est à vous de le gérer. C'est à vous de le gérer. Voilà, donc c'est du dialogue, mais après, c'est aussi des réalités économiques, donc on les partage avec nos partenaires. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Je vous en prie. Monsieur Richard Delepierre, le maire du Chesnay, je le rappelle. Merci pour, d'abord, ces explications, 2, ce partage. J'ai compris que écouter, c'était un des premiers rôles aussi. Absolument. Que vous vous accordez. Absolument. Et nous, on a pu vous écouter, ça a été vraiment très intéressant. Si vous aussi, finalement, vous voulez découvrir la ville du Chesnay, vous pouvez y aller, pas très loin de Avec grand Versailles, du côté de Viroflay, enfin bref, vous trouverez, vous verrez. Allez faire vos courses, vous y amuser. Entre-temps, si vous voulez, venez nous rejoindre ici, le stand F68, pavillon 2-2.